Si on se base sur l'indice de perception de corruption de Transparency International, les chiffres n'ont pas vraiment beaucoup bougé. Le Congo, lui, de 2018 à 2000, le Congo-Brazzaville, de 2018 à 2022, a un score de 19 à 20%. Donc, en dessous de la moyenne Et la moyenne, c'est combien déjà? 32 et 33% pendant les 5, de 2018 à 2022. Et lorsqu'on est à 20, on peut Bien sûr, ça supposer que veut le dire pays que est beaucoup corrompu, c'est ça? c'est ça, en effet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Liliane Moine, chercheuse senior sur la corruption et les droits humains à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Liliane, les conséquences de la corruption, du vol et des détournements en série des deniers publics, c'est aussi la misère des populations que cela entraîne. Et c'est perceptible au Congo-Brazzaville, un pays pourtant très riche en ressources naturelles, avec à peine 5 millions d'habitants, mais dont 70% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour, donc à moins de 600 francs CFA par jour. Est-ce les mêmes informations de base que vous disposez sur le Congo-Brazzaville? Donc, merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à notre recherche. Donc, nous couvrons, et le rapport d'ailleurs, le rapport que nous avons lancé mardi dernier, mardi le 11 juillet 2023, couvre 19 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, bien évidemment, comme vous l'avez signalé, la corruption, que l'on peut définir d'ailleurs comme un abus de pouvoir utilisé à des fins personnelles, c'est un phénomène pas qu'africain, c'est un phénomène mondial qui, en effet, impacte négativement sur la jouissance des droits humains, qu'ils soient individuels ou collectifs, garantis par les traités régionaux et internationaux. Cette corruption aussi entraîne une certaine incapacité de l'État à réaliser ces droits humains. Donc oui, la corruption a cet impact multidimensionnel sur les droits humains, mais aussi sur l'économie et sur le système politique et judiciaire. Alors, vous avez travaillé, et cette fois-ci, vous avez rendu public un rapport sur la corruption, bien entendu. Je voudrais bien qu'on se concentre sur la corruption au Congo-Brazzaville, le rapport 2023. Qu'est-ce qu'il en ressort comme grande ligne, bien entendu? Donc, je vais, parce que nous nous sommes concentrés sur 19 pays, je vais essayer de mettre le Congo dans ce Je contexte. veux qu'on reste sur le Congo d'abord, et Oui, puis oui, on oui. ira ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je vais commencer néanmoins par le contexte, juste pour que les téléspectateurs ils aient une idée plus globale. Juste pour dire que les 5 dernières années, notre rapport, on commence notre analyse en 2018, qui était l'année africaine de lutte contre la corruption, telle que déclarée par l'Union africaine. Donc, on va de 2018 à 2023. Et donc, on constate que de 2018 à 2022, si on se base sur l'indice de perception de corruption de Transparency International, les chiffres n'ont pas vraiment beaucoup bougé. Donc, en Afrique, qui est la région avec le score le plus bas, on a un score, une moyenne de 32 à 33%. Le Congo, lui, de 2018 à 2000, le Congo-Brazzaville, de 2018 à 2022, a un score de 19 à 20%. Donc, en dessous de la moyenne Et la moyenne, c'est combien déjà? 32 et 33% pendant les 5, de 2018 à 2022. Et lorsqu'on est à 20, on peut Bien sûr, ça supposer que veut le dire pays que est beaucoup corrompu, c'est ça? c'est ça, en effet. Alors, les grandes lignes, donc, je disais tout à l'heure sur le Congo-Brazzaville, là, c'est quoi Oui. concrètement? Vous avez travaillé dans quel Si, si. domaine? Quels Si, sont si. les Donc, secteurs qui vous ont intéressé dans votre travail? notre rapport, on n'a pas mis l'accent sur un secteur particulier. Notre rapport était un rapport qu'on a voulu, voulu utiliser, si vous voulez, pour présenter des preuves sur la répression des défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption.
Donc, nous avons étudié 31, nous présentons dans notre rapport 31 cas de répression dans certains des 19 pays, dont un cas au Congo-Brazzaville. Mais pour le contexte plus général, nous avons constaté que cette répression persiste, si vous voulez, avec la corruption d'ailleurs, avec le taux de corruption d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre, il y a un contexte qui n'est pas du tout favorable à la dénonciation des faits de corruption. Juste pour vous donner un exemple, nous avons essayé d'étudier le cadre juridique et institutionnel, par exemple. Nous nous rendons compte que sur les 19 pays que nous avons étudiés, seuls 3 pays ont des lois, par exemple, sur la protection des défenseurs des droits humains, y compris ceux-là qui luttent contre la corruption. Donc, on mentionne les journalistes, les lanceurs ou lanceuses d'alerte. Donc, seuls 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Le Congo n'a pas de loi sur la protection des défenseurs des droits humains. Nous nous sommes penchés également sur la protection spécifique des lanceurs d'alerte. Seul le Ghana, les 19 pays, ont une telle loi sur la protection des lanceurs et lanceuses d'alerte. Et 10 pays ont adopté une loi sur l'accès à l'information qui permettrait aux citoyens de demander des informations des détenteurs, des institutions détentrices d'informations et de demander des comptes. Bien sûr, le Congo a une loi, mais on se rend compte que ces lois sur l'accès à l'information, par exemple, ne sont pas toujours applicables. Il y a des frais que des citoyens qui veulent demander des informations doivent payer, qui sont souvent exorbitants et donc qui ne permettent pas toujours que les citoyens puissent accéder à cette information qui devrait être partagée. Donc voilà un peu. Oui, mais, pardon, Lydia, lorsque vous parlez, lorsque vous dites que le Congo n'a pas de loi sur en fait la répression, qu'est-ce que j'allais dire pour la lutte contre la corruption, pourtant il y a ce qu'on appelle la haute autorité de lutte contre la corruption au Congo-Brazzaville. Toute une institution a été mise en place pour lutter contre la corruption. Donc là, oui, là, je parlais du cadre juridique spécifique sur la protection des défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption. Nous nous sommes également penchés sur le cadre institutionnel et nous nous rendons compte que certaines des institutions qui sont prévues par des lois ne sont pas créées du tout. Certaines sont créées, mais elles ne sont pas, elles sont C'est pour biaisées. faire écran, c'est ça? Oui, oui, oui. Elles sont souvent biaisées ou alors elles sont instrumentalisées à des fins politiques, bon, contre des opposants politiques. Donc, ni le contexte juridique ni le contexte institutionnel ne permet à ce que ceux-là qui veulent bien dénoncer des actes de corruption puissent travailler sans peur de représailles. Donc, voilà un peu les dynamiques que nous avons observées lors de Alors, notre... si on peut être beaucoup plus concret sur les faits au Congo-Brazzaville, lorsqu'on parle de la corruption, à quoi peut-on faire allusion concrètement? Quand on parle de corruption, on parle des détournements de fonds de deniers publics. On parle des citoyens qui peuvent ne pas avoir accès à des services de base tels que l'éducation, accès à l'eau potable, euh, Accès à la santé, à tout accès à cela. la santé en partie parce que des administrations ont peut-être, ou plutôt des agents de l'État ont peut-être détourné des fonds qui étaient destinés à la construction des écoles, la construction des centres de santé, ainsi de suite. Donc ça, c'est Il y a juste... aussi ce que vous appelez par le sextorsion, c'est ça? Le chantage, comme qui dirait sexuel, là, pour Voilà, donc l'échange, être contraint par exemple à un acte sexuel pour obtenir une promotion ou de bonnes notes à l'école, ce qui est une violation non seulement du droit à la protection, mais aussi la protection contre le harcèlement sexuel, mais aussi contre la discrimination. Donc voilà un peu Et ce qu'on... lorsqu'on parle, par exemple, de ces corruptions, pardon, Liliane, ou tout à l'heure on a parlé aussi de sextorsion, quel est donc le degré de ces faits-là, j'allais dire, de cette corruption au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce que vous avez en fait examiné concrètement? Dans quel domaine, dans quel secteur? Parce que moi, je veux avoir des éléments factuels, en fait.
Oui. Donc, nous ne nous sommes pas penchés sur un secteur en particulier. Nous présentons, parce que je dois avouer que ça, c'est le tout premier rapport d'Amnesty International sur la corruption et son impact sur les droits humains. Donc, nous avons tout simplement voulu montrer les tendances, voulu montrer, présenter le fait que malgré que les États membres de l'Union africaine aient ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et se soient dotés de mécanismes nationaux, la corruption perdure et est perdue dans ce contexte de répression. Donc, nous avons tout simplement voulu mentionner les tendances, mais si on voudrait avoir plus de détails sur les secteurs qui sont les plus affectés, si vous voulez, par la corruption, on parle bien évidemment du secteur extractif, on parle de construction, par exemple, le développement, quand il faut Les développer infrastructures, les vous allez dire, de infrastructures. base. Effectivement, effectivement, mais la corruption aussi, il y a souvent des élites qui sont impliquées, on parle souvent des multinationales, le secteur de la défense et de la sécurité, voilà les secteurs qui semblent être les plus affectés, si vous voulez, par ce phénomène. Alors, notamment au Congo-Brazzaville, vous voyez que je suis en train d'insister sur le Congo-Brazzaville parce que je voudrais bien qu'on parle des faits, rien que des faits, parce qu'après, on viendra nous dire, bah, écoutez, tout ça, c'est de la manipulation, c'est une instrumentalisation, comme ils aiment à le dire, et surtout qu'ils s'empêchent même plus de raconter tout ce qu'ils veulent. Et bien, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que vos rapports, permettez-moi de le dire comme ça, ne les inquiètent plus du tout. J'ai suivi Denis Sassou Nguesso au cours d'une interview qui a dit tout est permis pour évidemment déstabiliser, pour salir les autorités d'Afrique. En fait, il voulait mettre en cause vos rapports qu'il estime d'ailleurs que c'est de l'instrumentalisation. Et ma question, c'est de savoir comment vous vous y prenez, comment vous travaillez et quels sont les buts visés par vos rapports. Donc, Sont-ils dissuasifs ou non, ben, ou simplement parce qu'il faut faire un rapport? non, 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 pas du tout. Pas du tout. L'idée de ce rapport, parce que j'ai travaillé sur ce rapport, l'idée de ce premier rapport sur la corruption et les droits humains, c'était de présenter l'évidence, donc de faire un travail de documentation. Et le travail de documentation, il est toujours la première phase. Donc, nous documentons des faits. Nous présentons des tendances et nous avons des recommandations suite aux faits, aux tendances que nous avons observées. Donc, ça, c'est la première phase vraiment du rapport. Maintenant, ensuite, après la publication du rapport, après cette phase de documentation des faits, nous allons passer à la phase plaidoyer et campagne par rapport aux recommandations que nous avons, que nous proposons, non pas seulement aux États africains, mais aussi aux institutions africaines. Donc, ce travail de plaidoyer, il va commencer, puisque là, maintenant, on vient à peine de lancer le rapport. Ce travail de plaidoyer va commencer justement et on va le faire dans les 19 pays qui sont mentionnés dans le rapport. Et le but, c'est quoi concrètement? Apporter des changements. Le but est toujours d'apporter des changements. Le but est toujours d'apporter des changements en termes de réformes législatives, mais aussi, on parle d'un environnement qui n'est pas sûr et qui n'est pas favorable à la dénonciation des faits de corruption et les abus et les violations des droits humains. Donc, nous voulons aussi qu'il y ait un changement de culture parce que vous voyez, la raison pour laquelle on nous paie dans cet environnement-là, c'est parce qu'il y a aussi une culture de l'impunité, l'impunité pour les responsables des faits de corruption et l'impunité pour les responsables des attaques à l'encontre des défenseurs des droits humains, y compris ceux-là qui luttent contre la corruption et qui essaient justement de présenter les faits de corruption qui restent impunis. Donc, nous demandons par exemple aux États d'essayer nous appelons les États à terminer, à en finir avec cette culture d'impunité en menant des enquêtes indépendantes sur les attaques, sur les faits de corruption, mais aussi sur les attaques contre les défenseurs anticorruption, comme on les appelle. Donc ça, c'est une recommandation. L'autre recommandation sur le système judiciaire, sur le cadre juridique et institutionnel, par exemple, c'est renforcer l'indépendance et l'impartialité
des institutions judiciaires qui devraient être là pour faciliter l'accès à la justice des citoyens africains. Oui, mais comment le faire? Est-ce que vous avez les moyens de pression, par exemple, pour contraindre, par exemple, ces gouvernements à améliorer un peu leur gouvernance, par exemple, en termes de corruption? Parce qu'ici, vous nous parlez d'un rapport de 2018 à 2023. C'est le cas du Congo-Brazzaville, bien entendu. Et on se rend bien compte que finalement, le Congo n'a pas évolué. C'est ce que ça donne. Ça donne ici. C'est à peine un point. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Cela veut dire que malgré tout ce qui se dit sur le Congo, malgré la corruption, puisqu'ici, j'ai lu un rapport de, je crois, la Banque mondiale, c'est ça, qui révélait que le Congo est un des pays les plus corrompus au monde. Et donc, malgré ces rapports, on constate que sur le terrain, rien ne bouge. Comme quoi, ils sont immunisés de tout cela. Est-ce que vous avez les moyens de pression pour pousser ces gouvernants à changer tout de même leur gouvernance? Bon, est-ce qu'on a les moyens de pression? Ça, je ne sais pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de faire changer, justement. L'une des raisons pour laquelle nous nous sommes concentrés sur les défenseurs anticorruption dans cette première phase de nos recherches sur la corruption et son impact sur les droits humains, c'est effectivement parce que nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas dire lutter contre la corruption sans toutefois protéger ceux-là qui nous aident à lutter contre la corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption en attaquant les défenseurs anticorruption. Donc, notre premier focus a été sur les défenseurs, sur la protection des défenseurs anticorruption, sans laquelle la lutte contre la corruption sera toujours mise en péril. Donc, voilà ce que nous avons commencé déjà à faire d'ailleurs, c'est interagir avec certaines institutions régionales, y compris par exemple la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la lutte contre la corruption, qui travaille avec les États effectivement pour rappeler déjà aux États leurs obligations en termes de corruption et de droits humains, mais qui aussi accompagne les États dans les réformes que ces États-là veulent bien adopter pour renforcer les mécanismes nationaux adoptés sur la lutte contre la corruption. Donc, Et donc, si j'ai bien compris, pardon Liliane, vous avez des experts ou des chercheurs qui vont sur le terrain, c'est ça. Et moi, voilà pourquoi je veux poser la question de savoir. Je prends par exemple le cas de la santé au Congo-Brazzaville. On en parle beaucoup depuis longtemps, bien entendu, depuis des dizaines, décennies, où les Congolais n'ont plus, j'allais dire, les hôpitaux dignes de ce nom. Il manque même des seringues, des gants et autres, ainsi de suite. Alors qu'il y a beaucoup d'argent euh, qui est injecté dans la santé comme dans l'éducation. Alors, sur la santé, par exemple, si vous avez travaillé sur le Congo, comment se caractérise la corruption dans ce domaine? donc je ne Qu'est-ce pourrais que ça répondre donne comme effet, comme ça, qu'est-ce que ça donne comme conséquence, par exemple? Je ne pourrais répondre à cette question parce que, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas mis l'emphase sur un secteur spécifique. Nous n'avons pas non plus mis l'emphase sur un pays. Non, mais ça veut dire que vous travaillez sur la base des informations qui vous ont fournies ou vous allez sur le terrain. Non, pas du tout. Nous allons sur le terrain, mais rendez-vous bien compte, nous avons couvert 19 pays. Il serait impossible, si on voulait faire sortir un rapport sur la corruption, il serait impossible d'aller dans les 19 pays et d'étudier tous les secteurs pour un seul rapport. Comme je le disais, ce rapport, c'est vraiment le premier rapport et nous nous sommes penchés sur les défenseurs anticorruption parce que eux, ils font déjà un travail immense et en le faisant, ils prennent des risques. Donc, la première étape, nous avons pensé, c'est de protéger ces défenseurs anticorruption que nous voulons bien accompagner. Maintenant, nous allons mettre l'accent pour les prochaines phases de notre travail sur la corruption et les droits humains que nous venons de commencer. Nous allons mettre l'accent sur des secteurs spécifiques. D'ailleurs, je devrais peut-être mentionner ça ici. Nous avons eu un atelier, nous avons organisé un atelier stratégique avec plusieurs partenaires, y compris défenseurs anticorruption
les institutions régionales mentionnées tantôt, et des organisations telles que les Nations Unies, pendant lequel il fallait recueillir des idées sur des points, des idées stratégiques qui pourraient nous aider, nous, Amnesty International, pour le travail à conduire dans les prochaines années. Mais ce travail-ci, ce rapport dont on parle, il est vraiment le tout premier rapport et nous avons pensé que pour une première étape, il est nécessaire d'attirer l'attention des citoyens africains, des États africains et des institutions africaines sur la protection de ceux-là, de ces défenseurs anticorruption qui sont déjà, eux, en train de travailler, qui font déjà, eux, face à des représailles sur le terrain. Alors, j'allais dire en définitive, mais probablement qu'il y aura une toute dernière question, comme on aime à le dire. Les Congolais vous poseraient, par exemple, une question. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce rapport? Il y a plusieurs choses à retenir, mais s'il fallait retenir un message, c'est qu'il est important de protéger les défenseurs anticorruption, non pas seulement pour eux et pour leurs proches, mais aussi pour la société. Parce que quand on s'attaque à un journaliste, quand on s'attaque à un activiste de la société civile qui essaye de présenter des faits de corruption, quand on s'attaque à un lanceur ou une lanceuse d'alerte, on s'attaque à la société. Parce que ce qui suit, c'est l'autocensure parmi tant d'autres effets. Donc, il est important de protéger, il est important de reconnaître le rôle légitime et important que ces défenseurs jouent. Et on ne peut pas lutter contre la corruption sans les protéger. C'est impossible. Est-ce que vous avez une relation étroite avec les ONG locales, Congo-Brazzaville? Oui, nous travaillons avec des ONG locales, nous travaillons avec, et même, on ne parle pas seulement local, national et local, évidemment. Nous avons au Congo et dans tous les 19 pays qui sont mentionnés dans le rapport. Merci Liliane Moine d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheuse donc pour Amnesty International sur la zone, vous avez dit Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En tout cas, merci de nous avoir visités aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, vous verrez bien que je vous l'avais dit, hein, je n'arrêterai pas de vous inviter à cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, et de partager au maximum cette émission pour permettre aux autres aussi de suivre, sinon de mieux vulgariser l'information. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt.